Bonjour, je m'appelle Adrien Durand, je suis médecin généraliste, je suis installé à Montpellier. Le médecin généraliste est l'interlocuteur de premier recours pour les patients. Il a donc une place importante pour la prévention de l'obésité, son diagnostic et sa prise en charge. Au niveau de la prévention de l'obésité, nous savons tous qu'il est important de favoriser un mode de vie sain, que ce soit sur le plan de l'alimentation, de l'activité physique, du sommeil ou du stress, et que ce mode de vie, c'est un facteur essentiel dans le développement de l'obésité, mais aussi des maladies métaboliques comme le diabète ou des maladies cardiovasculaires comme l'hypertension. Comme le médecin généraliste, c'est le médecin qui suit les patients tout au long de leur vie. Il a l'occasion de s'entretenir sur le mode de vie des patients, notamment au moment de consultation, dans le suivi de l'enfance ou de l'adolescence, des consultations de suivi de grossesse, ou à l'occasion de la mise à jour des vaccinations, ou de consultations de suivi pour le sevrage du tabac, par exemple.
C'est vrai que ces consultations de prévention sont peut-être peu nombreuses, mais de nouvelles consultations de prévention sont prévues prochainement avec l'assurance maladie pour permettre d'aborder cette question pendant l'âge adulte et notamment autour des 50 ans, avec également les questions de dépistage des cancers. Les questions du surpoids et de l'obésité sont rarement des motifs qui apparaissent comme motif principal de consultation, mais le médecin va pouvoir l'aborder au cours des consultations, par exemple pour des problèmes articulaires, de genoux ou de dos, des problèmes d'essoufflement à l'effort, de fatigue, des problèmes de sommeil ou de libido, par exemple. J'ai l'habitude de demander aux patients si nous pouvons parler de son poids pour éviter une parole qui peut être perçue comme stigmatisante. Et permettre à la personne de choisir de parler de son poids participe de la relation de confiance qui permet ensuite de travailler sur le temps long cette question qui est si complexe. Le médecin généraliste va ensuite pouvoir, en fonction des besoins de son patient, l'accompagner et l'orienter si besoin vers d'autres professionnels pour participer à la prise en charge pluriprofessionnelle des problèmes de surpoids et d'obésité. Donc si on enchaîne, quels sont les leviers principaux pour les définir qui peuvent prévenir de l'obésité infantile? Alors, pour prévenir les actions de prévention, évidemment, chez l'enfant, c'est des actions d'éducation et de promotion à la santé, promotion à des comportements pour veiller à ce que la bonne santé soit au rendez-vous. Et donc, c'est essentiellement des actions d'éducation nutritionnelle, à des comportements d'activité ou de lutte contre la sédentarité adaptés, à l'amélioration du sommeil quand il y a des difficultés, à l'amélioration des conditions de vie pour que la qualité de vie in fine des enfants soit avérée et qu'ils naviguent dans des contextes qui ne soient pas obésogènes, justement. Donc, c'est quand même pluridimensionnel et un peu compliqué. Mais c'est vrai qu'en fonction de l'âge des enfants et de l'évaluation qui va être faite de la situation, on pourra, activer les leviers à différents niveaux. Au niveau éducatif, au niveau de l'éducation éducative globalement, éducation à la nutrition, éducation à l'activité physique dès le plus jeune âge, éducation à utiliser le moins possible les écrans, ce qui limitera aussi la sédentarité, d'accord? Et puis, pour les professionnels, par contre, les leviers principaux pourraient être de repérer précocement ou d'alerter précocement. Et évidemment, c'est assez simple en ayant soin de faire des examens médicaux réguliers, ce qui en théorie est fait chez les plus petits, mais un peu moins, on doit bien le dire, dans l'adolescence, ça c'est sûr. Et ensuite, informer sur les risques qu'on a évoqués tout à l'heure, de développer des problèmes médicaux ultérieurement, mais aussi les risques de stigmatisation, les risques de pathologies psychiques en lien avec l'obésité qui peuvent apparaître assez vite. Bonjour, je suis Annie Contiro, présidente de l'association Le Poids du Partage. J'ai créé l'association il y a 11 ans et on accompagne des personnes en problématique surpoids-obésité. En premier lieu, on va parler des enfants qui sont une préoccupation de la santé actuelle, la prévalence de l'obésité infantile qui touche de plus en plus de jeunes et de jeunes âges en fait. Donc pour ceci, nous accompagnons pas avec l'association des jeunes, mais par contre dans notre rôle, nous avons monté des projets pour justement arriver à mettre des mots sur ce qu'ils ressentaient, sur ce qu'ils vivaient, à parler de la stigmatisation, et ces jeunes-là sont énormément stigmatisés. Donc nous, on essaye de parler avec eux de leur représentation, de leur image corporelle, de leur représentation de la maladie obésité, et pour tout ceci, pour qu'ils arrivent à être mieux dans leur corps et dans leur tête, en fait. Et on essaye aussi d'inclure les parents avec des enfants dans un accompagnement pour que justement chacun arrive à trouver la libération de la parole. Donc au sein de l'association, on accompagne également les adultes, donc des adultes qui sont en problématique de surpoids, obésité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une prévalence et les chiffres démontrent à l'heure actuelle
qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont en obésité et qui passent rapidement du surpoids en obésité massive et sévère. Donc, il faut être vigilant dans l'accompagnement et surtout les mots employés. Nous, au sein de l'association, on n'a pas un discours médicalisé. Donc, les personnes qui viennent arrivent à trouver des témoignages d'autres personnes, arrivent à trouver un endroit pour discuter et pour parler sur leur mal-être, sur leurs problématiques rencontrées liées à leur poids. Et tout ceci avec des ateliers, des activités physiques adaptées, des ateliers culinaires, des groupes de parole, et pour éviter que les personnes se sentent encore plus à l'écart et pour qu'ils arrivent mieux à vivre avec leur obésité. Voilà. Donc, j'espère avoir été claire. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Laure Cabanero et je suis enseignante en activité physique adaptée. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quel rôle nous avons, nous, enseignants en activité physique adaptée, dans la prévention du surpoids et de l'obésité. Et pour ça, je vais commencer à parler des enfants, puisque les enfants, il y a de plus en plus d'enfants en surpoids et en obésité. Et comment on peut essayer de leur faire changer leurs habitudes, l'activité physique en fait partie, et le sport, puisqu'on va les amener par le côté ludique à prendre soin d'eux et à changer de comportement dans leur vie quotidienne. Donc ici, il y a un gros intérêt, sachant qu'un enfant qui va recevoir un certain message va aussi le transmettre à ses parents et donc aussi influencer potentiellement sur sa famille, sur les comportements de sa famille, par exemple aller balader le week-end, partir à l'école en vélo ou à pied, voilà, et agir différemment pour toujours maintenir leur capacité physique et les améliorer pour éviter des problèmes de sédentarité, des problèmes d'apparition de pathologies autres que le surpoids et ou l'obésité dans certains cas. Et au point de vue des adultes, c'est pareil, il y a énormément de choses à faire et nous, au point de vue des APA, on va pouvoir leur amener des activités physiques adaptées à leur pathologie pour éviter l'aggravation de cette pathologie ou l'apparition d'autres de comorbidités, comme on les appelle, d'autres pathologies qui vont venir justement diminuer la personne, diminuer sa mobilité, diminuer ses capacités physiques. Donc, en activité physique adaptée, on a quand même un impact important au point de vue de la santé globale des personnes qui sont en surpoids et en obésité. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est aussi lutter contre la sédentarité, lutter contre l'inactivité physique, lutter contre l'apparition d'autres pathologies qui peuvent justement amener les personnes à être diminuées dans leur travail, leur vie quotidienne. Donc, on a tout intérêt à parler de prévention à travers l'activité physique. Donc, le message important à faire passer pour la prévention avec l'activité physique adaptée, c'est de pouvoir pratiquer de manière régulière, donc peut-être pas tous les jours en vous ajoutant beaucoup de contraintes dans votre quotidien, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, mais plusieurs fois par semaine, voilà, de manière régulière, encore une fois, j'insiste, pour que votre corps puisse avoir la bonne information et que vous puissiez vous organiser dans votre quotidien. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On espère que vous allez bien. Donc, bonjour à Stéphanie, bonjour Claudette, bonjour Yanis, bonjour Olivier. On espère que vous êtes prêts pour nous suivre sur cette journée mondiale de l'obésité, donc qui a commencé le 2 mars. C'est ça. Et qui se termine aujourd'hui. Voilà, le 4 mars. C'est la journée officielle. Oui. Donc, bonjour à Cécilette qui est là. Bonjour. Et bonjour Françoise. Et bonjour Nadine. Mais oui, mais je ne te voyais pas. Donc, j'ai vu Yanis parce que Stéphanie a dit coucou Yanis, mais je ne te voyais pas. Donc, pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons deux acolytes qui nous accompagnent. Donc, présentez-vous, messieurs. Bonjour à tous, Nathan Gabard, service civique au sein de l'association depuis janvier, c'est ça, janvier jusqu'en juillet. Donc on a préparé
un petit quiz sur la prévention, vu qu'on est en master prévention avec mon cher camarade Lucas. Bonjour. Cette Vous transition. connaissez peut-être déjà, mais je suis du coup cette fois-ci en alternance à l'association. Du coup, Tu as fait tous les postes, toi. j'ai fait tous les postes, j'ai commencé en stagiaire, je grimpe les échelons. Bientôt, je détrônerai Annick. La présidente. Mais vas-y, vas-y. Et du coup, voilà, je suis là aujourd'hui avec Nathan pour parler de la prévention de l'obésité. Et donc, il y a Laure Cavanero, qui est enseignante en activité physique adaptée, toujours là et toujours fidèle au poste, et qui a une entreprise qui s'appelle Destination APA. Je vais te tuer, Nadine. D'accord, mais vous aurez Lucas président, vous allez voir un peu. Vous allez voir. Et qui est cofondatrice du centre de formation, le réseau Le Poids du Partage, et donc qui nous accompagne aujourd'hui sur ces journées mondiales. Et toujours avec Annick, qui est donc présidente des associations, donc le poids du partage, Espace Objectif Santé, qui est aussi donc patiente éducatrice, patiente formatrice dans des facultés sur Montpellier et également fondatrice de l'organisme de formation Réseau Le Poids du Partage. Oui, ça fait bien fondatrice. Et, Parce que maintenant, je vais dire présidente et fondatrice. Mais en plus, tu es présidente et fondatrice de l'association et de l'organisme de formation. Et là, tu fais comme ça. Ah oui, c'est vrai. Oui. Bon, mais tu fais... Si, c'est un vol. Oui, parce qu'on va passer sur RMC avec Stéphanie. Hein. Oui, chroniqueuse RMC aussi. Oui, c'est ça. Donc, suivez-nous sur RMC. Vous avez toutes les informations pour ceux qui se sont levés à 8h10 ce matin. Moi, j'étais devant mon poste, devant BFM TV. Et après, vous avez les rendez-vous avec Anne-Sophie Joly à 11h10. 11h40 et 33, 19h. 19h. Voilà. Et donc, avec Stéphanie, nous avons été interviewés. Et BFM, oui. Et oui, Oui, BFM, c'est c'est RMC aussi. Nous avons été interviewés pour passer sur RMC. Donc, par contre, connectez-vous. Moi, j'ai chargé mon mari de se connecter parce qu'on ne savait pas l'heure exacte, en fait. Donc, ne quittez pas RMC jusqu'à au moins 12h30. On passera avant. Enfin, j'espère. Donc, comme nous disaient nos deux personnages derrière, nous allons parler aujourd'hui donc de prévention. Et on a un petit diapo que je ne trouve plus. Non, on va pas faire ça. Voilà. Donc, on va vous le partager. J'espère que ça captera jusqu'au bout parce qu'on a eu un petit souci dans la vidéo. Annick qui a frisé, comme on dit. Mon rêve. De friser? Oui. J'ai de quoi te donner si jamais vraiment... Monsieur le vice-président, oui, Daniel Contiero. Monsieur le vice-président. Personne ne prendra sa place, Non. sûr. Donc, hop. Mais il aurait pu venir autour de cette table, mais on l'excuse parce qu'il est en train de suivre RMC. C'est ça, c'est à chacun son poste, à chacun sa mission. Donc, les garçons, je vous laisse. Je suis aujourd'hui votre cobaye, j'appuie sur le bouton. Merci. Profitez-en, ce sera la salle et une fois. Allez. Allez, donc on vous a préparé du coup un panel de 10 questions au total. Derrière votre écran, on va vous laisser quelques secondes pour réfléchir à la réponse et ensuite on débattra de la réponse tous ensemble. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous pensez autrement ou si vous êtes d'accord avec nous, comme ça on pourra vraiment discuter tous ensemble. L'intérêt, ce n'est pas seulement pour nous de parler, mais vraiment d'échanger avec nous, entre nous, avec Annick, Laure, François, Cécile, mais aussi avec vous derrière votre écran. Le but, c'est d'en débattre. Voilà, c'est ça. On a des personnes d'expérience autour de la table. Et ben on peut passer. Tu peux mettre la question. Okay. Donc, quels sont les 3 niveaux de prévention? Donc, on a la prévention secondaire, maternelle, primaire et tertiaire. On vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Il peut y avoir plusieurs questions, plusieurs réponses. Pardon. C'est pour être sûr qu'ils en ont plus. C'est l'information primordiale. Donc, vous pouvez commenter, bien sûr, avec votre réponse. Qu'est-ce que vous voyez comme réponse? Juste ou fausse? Dans notre public, en folie.
Prévention maternelle. Quels sont les Non, trois les niveaux? 3 niveaux. La réflexion. Il y a de la réflexion. Alors, chez vous, est-ce que vous avez des idées? C'est pas l'intrus, là, qu'il faut trouver. C'est les bonnes réponses. Alors, Claudette nous dit primaire. D'accord, ça en fait un premier. On le valide. Oh, ouais, c'est discret, ça. On le valide, c'est le premier. On le valide. On a trouvé Et un. la prévention primaire, il en reste 2. Secondaire Secondaire. et maternelle. Et maternelle? Maternelle, la prévention maternelle. Alors, on va voir. Laure, Laure, est-ce que tu peux nous montrer la réponse? Tertiaire. C'est ça. Qu'est-ce que c'est maternelle? La prévention maternelle, c'est sorti dans l'imaginaire de Lulu, ça. Mais j'ai fait un petit jeu de mots avec la maternelle, la primaire, comme l'école. C'était ma réponse. Alors oui, c'est ce que j'avais fait dans ma tête. Mais alors c'était oui, moi. mais tes cuisses, c'est moi qui te l'ai dit. Hein. Prévention maternelle. Mais oui, je t'ai dit que j'avais dit maternelle parce que ça faisait primaire. Il n'y a pas un monde où c'est toi, mais. Qui est tout près, mais qui est tout près. Bon, bref, mon jeu de mots était pourri et en plus, t'as le même comment. Alors, sois pas fier. Hein. Du coup, on a la prévention primaire, secondaire et tertiaire. Donc, la prévention primaire, ce sont voilà, les mesures qui agissent en amont de la maladie pour empêcher son apparition. Exemple, la vaccination et les actions sur les facteurs de risque. On a aussi, par exemple, les interventions scolaires dans les écoles sur la nutrition, sur la sexualité, etc., pour éviter les problématiques de santé avant leur apparition. Et donc là, il y a plein d'organismes qui sont dans cette prévention primaire, comme vous avez peut-être vu les camionnettes de santé. Alors après, ça s'appelle différemment dans chaque commune, mais il y a des camionnettes. Ouais, c'est des camionnettes. Je crois que c'est des bus de santé. Des bus de santé ou des camionnettes, je ne sais pas comment ils appellent. Écoutez, c'est des machins sur roues qui roulent, assez gros plus qu'une voiture. Des camionnettes, mais ça peut être aussi des camionnettes, ceux qui livrent les fruits et les légumes. Ah oui, mais là, ils ne viennent pas pour les fruits et les légumes. Et donc, ils viennent pour justement soit donner que de l'information, soit vous dépister de quelque chose. Et je pense à la... Comment elle s'appelle sur le cancer du sein. Oui, c'est la maman... Et Maman camionnette. Maman mobile ou quelque chose comme ça. Maman camionnette. Voilà, ils se moquent de moi. Ça déconne. Un tracteur. Non, mais pas un tracteur. C'est Nadine, elle est très en forme. Non, mais voilà, après, ça s'appelle différemment aussi en fonction des mais on avait le dépistage du cancer du sein. Quand on était aux Antigone des associations, il y avait pour le sang. Aussi. Oui. Alors là, c'est plus une camionnette, c'est un camion qu'ils ont. Oui, mais... c'est ça qu'on appelle ça. Voilà. Ok, ensuite, on a du coup la prévention secondaire. Du coup, elle agit au début de la maladie afin de la contrer. Et aussi pour tous les publics à risque. Donc, on a les dépistages, diagnostics, etc. Et on a aussi, par exemple, le PASS. C'est la permanence d'accès aux soins de santé mère-enfant. Donc, c'est en particulier, par exemple, pour les familles qui sont à risque, donc dans des logements insalubres, pour éviter tout type de problématiques de santé comme le saturnisme, qui est une maladie infantile, et d'autres problématiques de santé, la tuberculose, les retards vaccinaux, etc. Vaccinaux. Le dépistage, oui, c'est secondaire. Ouais. Oui. Je pensais que c'était dans le primaire, le dépistage. En fait, le dépistage n'empêche pas l'apparition de la maladie. La prévention primaire, l'exemple typique, c'est la ceinture de sécurité. Ouais. Ceinture de sécurité permet... C'est l'information. Voilà, d'empêcher le problème. Le secondaire, c'est une fois qu'il y a un problème, le dépistage permet de le savoir. Et pour la plupart des maladies, plus on le sait tôt, je pense au cancer maintenant notamment, plus on le sait tôt, plus on peut intervenir. Et donc, prévention secondaire, le dépistage rentre dans ce cadre. Et c'est pour ça que dans tous les projets justement de prévention, ils sont souvent primaires et
secondaire. Donc, pour justement agir sur sur une plus grosse partie de la population. Ah voilà, parce que moi, je l'aurais mis dans le primaire et le secondaire. Mais parce qu'en fait, la majeure partie des trucs, ils ont une grosse expérience sur l'information qu'ils vont donner déjà. Et si, par exemple, les personnes arrivent en disant « oui, mais j'ai telle chose », dans ce cas-là, ils passent en secondaire puisqu'ils vont leur faire un dépistage. Mais ça dépend ce que c'est. Mais à Montpellier, il y a une camionnette ou un bus, ou je ne sais pas comment ils s'appellent ça. Un avion. Ils appellent ça un avion, ouais, non, mais moque-toi. Moque-toi. Mais ils ont mis en place, là, depuis, c'était quand? C'était en septembre qu'on avait vu, justement une camionnette de prévention et où à l'intérieur, il y a beaucoup de prospectus, ils font surtout, en fait, tous les facteurs de risque de la dégradation de la santé, en fait. Le tabac, c'est quoi qu'on avait vu? Je ne te rappelle pas. Très bien. Donc, en tout cas, je cherchais vraiment à avoir de l'information derrière, mais il ne me retient pas. Donc, je vais vous retrouver le nom de ça sur Montpellier. Et justement, ils l'ont mis en place là, début d'année, en fait. Et là, c'est que de l'information et il n'y a pas de dépistage. Voilà, donc là, on est dans du primaire. Et là, on est vraiment que dans du primaire. Tertiaire. Tu veux parler? Ok, donc la prévention tertiaire, pour finir, tente de réduire les complications et les incapacités, les risques de récidive liés à une pathologie. Donc là, c'est quand la problématique est déjà présente. On veut réduire du coup ces complications, les comorbidités, comme le disait Laure dans sa vidéo tout à l'heure, amoindrir les effets des séquelles de la maladie. Donc, c'est pas la question suivante. Mais par exemple, l'éducation thérapeutique, donc que ce soit sur n'importe quelle maladie chronique, le diabète, l'obésité, etc., c'est de la prévention tertiaire. Est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport à ça? On peut peut-être évoquer la prévention quaternaire derrière, qui est un concept assez nouveau aussi, qui correspond à la prévention qu'on va faire. Alors, souvent, tout à la fin, pour accompagner. Soit un palliatif pour accompagner la fin de vie. Et c'est surtout de la prévention en termes d'éthique, de vécu, des derniers moments, des derniers instants, etc. C'est ça. C'est partir avec toute la dignité et l'éthique dont une personne a besoin. Mais ça se fait que dans des cadres vraiment particuliers. Et on en parle moins, bien qu'on en parle de plus en plus. Mais et depuis la création des services de soins palliatifs. C'est ça. Après, je ne sais pas si le terme de prévention quaternaire est arrivé avec ça. Parce qu'avant, il n'y avait pas autant de services vraiment de soins palliatifs. Ça, c'est sûr. Donc, le bus. Il en manque. Pardon. Oui, il en manque. Le bus. J'ai trouvé le nom du bus, c'était MAP. Ma prévention santé, ça s'appelle. Voilà, qui s'applique sur Montpellier, du coup. Donc, c'est vraiment un bus. Là, ce coup-ci, c'est un bus, c'est pas une camionnette. Mais excuse-moi. Moi, j'appelle ça une camionnette. Hein. Ah, super. Il y a tout un tas de camionnettes sur le territoire. Il y en a un vers Poitiers, le Pictabus. Pareil. Il y a des bus. Mais ils font pour la proximité. Oui, c'est ça. Ça permet notamment dans les territoires ruraux d'accéder à des publics qui sont souvent loin des systèmes de santé, loin des systèmes de prévention. Là, à Montpellier, on est assez bien fourni. Mais à Montpellier, ils vont dans les zones de santé prioritaires. Dans les quartiers prioritaires. Voilà. Ces bus permettent d'accéder à ces zones qui sont parfois détachées, un peu éloignées du système de santé. C'est comme les maisons de santé, en fait. C'est ça. Qu'ils essaient d'implanter dans ces zones-là, mais pour qu'il y ait encore plus de proximité dans ces quartiers-là, ils ont mis aussi des mobiles. Ouais. Une question suivante. Question un petit peu mathématique, ce sera la seule, on promet. Comment est calculé l'IMC? Donc l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle qui permet de déterminer si un individu est en surpoids, en maigreur, en obésité morbide, etc. C'est un outil de détection. Et donc, comment est-ce qu'il est calculé, cet IMC? Est-ce qu'il est calculé par le poids divisé par la taille au carré? Est-ce que c'est la taille au carré divisé par le poids? Est-ce que c'est le poids au carré divisé par la taille? Ou est-ce que c'est la taille divisée par le poids au carré? Voilà. Et là, on dit merci. On s'en mêle un peu les pinceaux, parce qu'on
C'était fait exprès. C'est fait exprès, évidemment. Il faut être... Cécile me regarde avec un regard de défi. Je pense que Cécile a la réponse. Poids divisé par la taille, Nadine. La taille au carré. Oui, au carré, je pense qu'elle n'a pas marqué au carré, mais Oui, il y a cela va sans dire. le poids divisé par la taille au carré. François, tu dirais quoi? C'est ça. Tout le monde anime. C'est pas si terrible que ça. Cette question, c'est bien le poids divisé par la taille au carré. On va faire un petit point sur l'IMC. Si vous voulez bien, vous pouvez passer le diapo. Bien sûr. Merci. Adolphe, il est là. Adolphe Quetelet, je ne sais pas comment, Quetelet sans doute. Quetelet. Donc l'IMC inventé au 19e siècle par Quetelet, qui était... Il est là, à droite. Il est là, il n'est plus là, mais... Non, mais il est là, à droite. Il a la Bon, il est mort. Il est mort il y a quelques temps. Et quand est-ce qu'il est mort? C'est le 19e siècle. 19e siècle, donc... Heureusement qu'il n'est plus là. je connais pas Donc ça. ça remonte à très loin. Oui, en fait, Non, vas-y, c'est ta question. L'outil est inventé donc, par Quetelet, qui est un mathématicien, statisticien, qui cherchait, lui, à déterminer l'homme moyen par le biais de statistiques, donc calculer quel est le poids moyen dans la société, quelle est la taille moyenne, etc. Et donc, il crée cet outil, donc le poids divisé par la taille au carré, et voilà, pour permettre de déterminer ce qu'est l'homme moyen, et une conception comment dire, Du corps. parfaite, mais Du voilà, corps, les du conceptions corps moyen. Normal. du corps. Normal. C'est là que vous êtes arrivé sur la normalité. C'est ça, avec, Ça On appelle plus normal, mais avec qu'on la appelle. distribution en cloche. Ah, je l'ai entendu l'autre jour. Alors, ouais, il n'y a plus de terme de normalité, mais de D'ordinaire. ordinaire. Voilà, ça D'ordinaire, s'appelle ils par l'ont dit à la ordinaire. conférence. J'ajouterai dans le mouvement. Oui, oui. Ils l'ont Très dit. bien. Mais par contre, excuse-moi, mais l'autre jour, quand tu préparais ce diapo-là, Adolphe Quetelet, c'est celui qui a sorti l'IMC, mais l'IMC est encore plus ancienne, non? Alors, il y avait d'autres. Donc, c'était vraiment une D'autres période projets. où il y avait beaucoup de calculs qui étaient à peu C'est près ça. équivalents à l'IMC, mais c'est vraiment l'IMC qui a été retenu parce que c'était. Voilà, mais il y avait beaucoup d'autres. Il y avait d'autres choses. calculs. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 90, l'OMS, voyant la montée de l'obésité, notamment en Amérique, cherche un indicateur simple, Fiable. rapide, qu'elle veut le plus fiable possible, pour pouvoir diagnostiquer et évaluer l'état de santé des populations. Et donc, il y a cet IMC qui est très facile à calculer, puisqu'on a juste besoin du poids et de la taille, ce qui n'est pas le cas d'autres mesures comme le pincé. Du tissu adipeux. Voilà, du tissu adipeux. Il peut y avoir tout un tas de calculs ou de méthodes pour L'évaluation. déterminer le surpoids, l'obésité. L'OMS garde l'IMC parce que c'est très simple, parce que c'est rapide, parce que c'est applicable à toute une population très simplement. Mais le problème qui arrive avec ça, c'est que c'est un outil qui est très limité. Oui. C'est un outil très limité parce que l'IMC en soi ne permet pas d'individualiser le diagnostic. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on fait encore, c'est déterminer l'obésité avec l'obésité pour les cas individuels. Le problème, c'est que l'IMC ne tient pas en compte du sexe, de l'âge, de l'origine ethnique, Des pathologies. des pathologies, De la masse musculaire. du pourcentage de masse grasse et de masse musculaire. Et donc, on arrive à des aberrations. Donc, certaines populations qui sont plus à même de développer des masses grasses, je pense à des populations des îles notamment, ne sont pas les mêmes que des populations nord-européennes. Un rugbyman n'a pas le même physique qu'un grimpeur d'escalade. Voilà, donc, Oui. et le rugbyman est en surpoids selon le C'est ça. l'IMC. Et le rugbyman, justement, qui a le temps de préparation physique, l'alimentation qui suit et tout ça, il est en bonne santé. Mais on voit qu'en fin de carrière, justement, après, avec l'inactivité, l'alimentation qui continue, et ben on s'aperçoit qu'il y a une obésité qui rentre
et une obésité sévère qui se met en place. En fait. C'est-à-dire que le Parce que discours, il les- change. Le discours des médecins, là, il change. Il n'est plus en bonne santé. Alors que de base, si on regardait que l'IMC, C'est ça. il était déjà en obésité ou en surpoids. Et sauf qu'à partir du moment où ils leur disent tu fais combien de sport et qu'ils te disent une heure par semaine, quand il est à la retraite, là, en fait, C'est ça, ça ils te change, disent ça ah oui, s'inverse. alors du coup, tu es en obésité. Ça, on ne le prend pas en considération, en fait. Voilà, c'est ça. Et là, du coup, le discours est changeant et c'est là où on peut voir aussi la différence de discours dans le milieu médical, c'est-à-dire que tu passes d'une personne en obésité en bonne santé, comme on dit, à en obésité et pas forcément en bonne santé parce que tu ne pratiques plus. Alors que peut-être que ces bilans et tout ça sont les mêmes, en fait. C'est ça, donc Donc, l'IMC, on est sur un outil quand même limité d'un Limité. point de vue individuel qui ne peut pas servir au diagnostic individuel et qui ne rend pas compte précisément de l'état de santé d'une personne. Donc là, il y a sans doute des évolutions à faire. Oui, disons qu'on peut prendre en compte l'IMC puisque c'est de toute façon la référence de l'OMS, la référence médicale. Par contre, on en discutait avec certains professionnels, c'est l'utilisation peut-être du tour de taille qui Le donne périmètre le abdominal. périmètre abdominal ou le périmètre au niveau des cuisses pour si la personne est Une obésité androïde ou génoïde, donc en fonction de l'obésité, qui est en fait quelque chose d'autre qui va appuyer en fait l'explication, on va dire, chiffrable, en fait, chiffrée, l'explication chiffrée. Mais maintenant, justement, quand on va faire des examens et quand on diagnostique, on n'est plus que sur l'IMC. On est sur la discussion derrière. Il y a de la discussion, il y a une impédance métrique qui est quand même faite pour voir la masse grasse, la masse maigre. Il y a le tour de taille qui est pris. Donc, il y a plusieurs indicateurs qui sont rajoutés à cette IMC. Il n'y en a plus qu'une, en fait. Donc, sur l'IMC, je pense que vous ne l'aviez pas sur le après. Il n'y a que celui-là que vous expliquez l'IMC. Oui. Donc, l'IMC, donc moins de 18,5, on est en insuffisance pondérale. Donc, c'est la maigreur. Sur le graphique en même temps. En bas. Là. Après, de 18,5 à 25, on est dans une corpulence normale ou ordinaire. 25 à 30, on est en surpoids. 30 à 35 en obésité modérée. 35 à 40 en obésité sévère. Et plus de 40 en obésité morbide, ou maintenant ils appellent obésité massive. Donc, vous voyez bien que il y a plusieurs grades dans l'obésité, puisqu'on a des types de grade 1 qui est l'obésité modérée, grade 2 sévère et grade 3 massive. Très bien. Alors, l'obésité est reconnue comme une maladie chronique par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, depuis 1997 et par l'Union européenne depuis 2004. Mais depuis quand fait-elle partie de la liste des ALD, des affections de longue durée, en France? Alors, elle n'en fait pas partie depuis 2002, depuis 2006 ou depuis 2017. Est-ce que, Cécile et François, vous avez une petite idée déjà? On est passé sur RMC? C'est le reporter. Donc, il y a une liste d'ALD en France, ça doit être 31 à peu près, c'est ça? C'est 30, 31 et même des fois 32. 32. Maintenant, c'est passé à 32. Oui. C'est passé à 32? Alors, ils te le disent, ouais, ils te disent, ça s'appelle toujours LD30 quand tu prends tes papiers, Oui. mais quand tu as les applications, il y a marqué 32. Parce qu'il y en a une qui faisait débat, mais je ne sais pas si elle est en fait. L'endométrie, oui. Ben, je crois qu'elle fait toujours débat. Ah ouais. Je ne vais pas dire de bêtises, mais. Alors, est-ce que vous avez une idée? François? Et il n'y a pas très longtemps, en fait, je pense. En ALD? Oui. Alors, c'est depuis quand? 2017. 2017. D'accord. Cécile?
Moi, je ne suis pas sûre qu'elle en fasse partie. Nadine qui nous dit, elle n'en fait pas partie. 2002, nous dit Claudette. D'accord. On va pouvoir passer du coup. Eh bien oui, mais non, mais non, C'est une lutte, c'est une guerre pour ça. ALD, mais les maladies chroniques, mais elle n'est pas ALD. Et souvent, on mélange, en fait. Et c'est ce que tu vas nous dire probablement, Lulu. Ça. Bon. Donc, oui, c'est une maladie chronique. Non, elle n'est pas encore reconnue. Enfin, le sera-t-elle un jour, peut-être, comme une infection longue durée. Mais parce que le problème, enfin, dans l'obésité, ce qui est reconnu en ALD, c'est bien souvent les comorbidités qui sont associées à le. Comme par exemple le diabète, du coup, qui est reconnu comme une affection longue durée. Et l'obésité n'en fait pas partie parce que c'est pas l'obésité en elle-même qui. C'est ça. C'est une maladie chronique, mais ce n'est pas la complication Voilà. de l'obésité. Donc, il y a Nadine qui dit j'ai gagné. Bravo, Nadine. Alors, du coup, l'affection longue durée permet le remboursement des soins à hauteur de 100%. Non, C'est ça. Oui. Remboursement complet. 100% de la pathologie. De la base de la sécurité Oui, sociale. c'est ça. De la base de la sécurité sociale. Parce que si vous êtes à 100%, admettons, pour vos yeux, pour les lunettes, ça ne sera pas, le remboursement du verre sera sur la base de la sécurité sociale qui est 8 euros. 8, ouais, je crois. 8 euros, et donc on vous remboursera sur 8 euros, mais on ne vous remboursera pas des verres complets en fait. C'est ça. Et il y a des personnes, des fois, dans les structures, qui me disaient, parce que je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est l'hypertension qui est sortie de l'ALD. Oui. C'est ça? Oui. Et qui me disaient, il y a des personnes qui me disaient, mais je suis toujours à 100% pour l'hypertension. Mais soyez vigilants parce que là, on parle de remboursement à 100% par la CPM. Et vous, des fois, vous n'en rendez pas compte parce qu'il y a le 100% qui est avec 70% de la CPM plus les 30% de votre mutuelle, en fait. Et donc, ça vous revient à 100%. Mais c'est la complémentaire santé qui prend les 30%. Voilà. Compléter ces 100%. C'est pour ça que les ordonnances, elles sont divisées en deux. Il y a une part de médicaments en ALD et le reste pas en ALD. Parce que ça dépend aussi de votre pathologie et ça dépend des pathologies qui sont déclarées en ALD. C'est ça. Parce que si par exemple vous avez plusieurs pathologies et il y a plusieurs pathologies qui rentrent en ALD, dans ce cas-là, il y a des soins qui sont remboursés, qui ne sont pas remboursés chez l'autre pathologie. C'est ça. Et sur la prescription, sur l'ordonnance, ça doit être notifié ALD. Enfin, il y a des papiers qui sont faits pour maintenant. Oui, mais quand tu vas chez qui tu vas, les personnes, elles n'ont pas en fait. Donc, cette reconnaissance en tant qu'ALD permet aussi un changement des représentations du coup, de la pathologie et une déculpabilisation des personnes en situation, par exemple, d'obésité qui aimeraient être reconnues. Le CNAO fait un peu la guerre aussi pour cette reconnaissance, il me semble. Parce que du coup, ça permettrait tout ça. Ça permettrait moins de stigmatisation, par exemple, de la part des professionnels de santé ou des humains en général. Une meilleure formation des professionnels sur la pathologie en elle-même, parce qu'elle serait vraiment reconnue du coup comme cette affection. C'est ça. C'est qu'il faut toujours une étiquette. Donc déjà, la pathologie en elle-même est passée maladie chronique, donc ça commence à faire parler, machin et tout, même si on ne sait jamais assez. Mais ça, comme il y a des choses qui commencent à être mises en place, mais il y a des personnes qui attendent encore une autre étiquette. Et cette autre étiquette serait potentiellement la LD. Alors, question numéro 4. Et excusez-moi aussi. Non, une petite question. Non, ce n'est pas une question, c'est que quand vous êtes en invalidité, sur la CPM, en fait, sur votre caisse primaire d'assurance maladie, vous avez un 100% qui est automatique sur toutes les pathologies, en fait. Moi, je suis en invalidité et ça me donne, sur toutes mes prescriptions, ça me donne un 100%, comme si j'étais en ALD pour toutes mes pathologies. Parce que je suis en invalidité. Voilà. Ça, c'est à retenir, à savoir. Parce qu'ils ne vous informent pas, la CPM. Non, pas trop. C'est après, quand vous allez en pharmacie, qu'ils vous disent mais vous êtes pris à 100% pour tout, en fait. Et tu dis merci, comme si c'était la pharmacienne qui t'avait écoute, c'est bon, c'est pour moi. Allez, hop. Eh ben non.
Non, mais on passe notamment aux vitamines et que les vitamines, ça peut être pour revenir à un certain coût et il y en a certaines qui sont remboursées. Oui. Bon, il n'y a pas toutes malheureusement. Ah oui, mais par contre, si vous êtes à 100% sur tout, les lunettes orange, je sais, Ouais, ne je sais sont plus pas la couleur. remboursées. Et il y a des vignettes. médicaments qui ne sont pas remboursés, même si vous êtes en invalidité et que vous êtes à 100% pour tout, vous payerez votre médicament qui n'est pas remboursé en fait. Parce qu'il n'y a pas de base de remboursement de sécurité Les sociale. vitamines ne sont jamais remboursées. À certaines Il y vitamines. en a certaines qui. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah ben oui. Ah oui. Ah oui. Ah, La bah si, vitamine, voilà. c'est vrai. Oui, oui. L'acide folique et tout ça, Mais ils oui. sont remboursés. Ouais, ouais. Du coup, ça dépend du coup d'une deuxième reconnaissance. Ouais, mais là, c'est pharmaceutique. En fait. Ouais, là, c'est- Oui. Ok. Du coup, numéro 4. Tu veux que je le passe? Il y a plein de mes. Une hausse de l'IMC est un facteur de risque. Excusez-moi. On n'a pas lu les messages. Oh, Mon remboursement CPM, lunettes, base 1,50 €. Nous dit Claudette. Prise en charge aux soins ophtalmo 100% par le diabète. Donc, on ne sait pas avancer les frais. On ne doit pas avancer les frais, mais les frais médicaux. Ah non, eh ben, si tu es à 100%, moi, je donne normalement, tu donnes ta carte vitale et moi, je paye aucune consultation. En fait. Ah ouais, mais ça dépend Mais des professionnels. Oui, il faut que ton professionnel le fasse. Mais normalement, quand tu es à 100%, le professionnel doit faire ça. Et en plus, ça ne lui coûte rien, hein, parce qu'il met la carte vitale et il est remboursé directement par la CPM. Mais vu qu'il y a eu des problèmes de remboursement par les mutuelles ou les CPAM, il y a des professionnels qui demandent une avance. Oui, mais normalement, c'est donné comme ça. Vous avez le droit de le questionner sur ça. Là, je vais chez le... Moi, j'en paye certaines, mais parce que justement, ils ont dû avoir des problèmes. Mais par contre, tu peux leur dire coucou. Ah oui, tu peux leur imposer. Ouais. Le dentiste, tu payes... pas, mais parce que tu n'es pas à 100%. Non, mais tu payes de toute façon la consultation qui est remboursée. Parce que, enfin, ça dépend des dentistes. Parce que tu fais l'avance. Oui, c'est ça. Oui, mais parce que moi, je vais chez mon dentiste, la consultation et ceux qui avaient la carte vitale, je passe ma carte vitale et je ne fais pas l'avance. Oui, mais c'est parce qu'il y a des ça va péter. Des dentistes qui ne sont pas conventionnés. Ah, si, ils sont conventionnés, sauf qu'ils ne veulent pas s'emmerder à faire l'avance des frais. Ouais. Comme là, je vais chez l'orthoptiste, comme je suis en invalidité, mes yeux, ça ne passe pas sur mes problématiques de 100%, mais comme je suis en invalidité, c'est à 100%, elle m'a pris ma carte vitale, elle m'a pris ma mutuelle et je paye 0 €. Ah ouais. Donc, il y en a qui ne veulent pas se faire chier chez les professionnels, en parlant bien. Moi, pareil, quand j'étais chez l'orthoptiste et chez l'ophtalmo, on me prenait juste ma carte vitale et ma mutuelle. Voilà, mais il y en a qui ne font pas. Il y en a qui ne font pas conventionner. Alors, soit il y en a qui ne sont pas conventionnés, et il y en a qui ne font pas le cher payant. C'est ça. Cardio, je paye, nutritionniste, je paye. Mais non, tu n'as pas à payer. Nutritionniste, ça dépend. Si c'est un médecin nutritionniste, c'est pas diététicienne. Oui, mais il fait ça en plus de son truc de médecin, des fois, il faut. Moi, je vais chez des professionnels qui ne me font pas payer. En fait. C'est vrai, Adrien, tu donnes ta carte vitale et il te fait rien payer. Oui, docteur Durand. Alors, qui est de Montpellier, que vous avez vu en vidéo tout à l'heure. Bon, excusez-moi, je vous écoute. Il n'y a pas de souci. On va prendre la question 4. Une hausse de l'IMC, donc de l'indice de masse corporelle, on l'a vu juste avant, est un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires, les cancers, le diabète ou la maladie de Parkinson. On a droit à plusieurs réponses. Tout à fait. Et on aura plusieurs réponses, évidemment. Elle dans les starting blocks. Très performance. Donc, facteur de risque, ça veut dire que la personne a plus de chances, de risque en l'occurrence, de développer la maladie. Vas-y. Moi, je dirais les maladies cardiovasculaires et le diabète.
Ok, maladie cardiovasculaire et diabète. Diabète. En dessous, Moi, je dirais que Parkinson n'en fait pas partie. Donc, les trois autres, comme Nadine. C'est ça. Maladie cardiovasculaire, diabète et cancer, nous dit Nadine. Donc, pas Parkinson, en l'occurrence. Les autres, diabète, maladie cardiovasculaire. ok. Donc, les bonnes réponses sont. C'est pour François, celle-là. Oh. Et Nadine, et Bien joué. Nadine. Dis-lui Et et Nadine Nadine, aussi, parce que sinon, on va avoir des problèmes là. Sur les doigts. Et les cancers, on en parle beaucoup, hein, Ouais. Ouais. en plus. De plus en Ouais. plus. Sur la problématique de... Ah ouais, moi, je trouve qu'on n'en parle pas. Ah si, ah si, si. Ah si, de plus en plus même. Moi, je trouve, moi. Et en plus, c'est avéré. Hein. Ah bah, s'ils en parlent. S'ils Non, mais viennent en parler, ouais. de plus en plus, il y a beaucoup de recherches par rapport à ça. En fait. Donc, statistiquement, on observe plus d'hypertension artérielle chez les personnes en situation d'obésité, plus de diabète, il y a aussi les varices, les reflux, plus de pathologies psychologiques. On pense notamment aux dépressions, Psychologique et psychique. Oui, psychique aussi. Et plus de cancers. Il y a un certain type de cancer, je crois. Donc ici, moi j'en ai plusieurs. J'ai cancer du sein, cancer du côlon et du rein et de la prostate. Ah, c'était le rein. Oui, à chaque fois, je croyais que Chez les hommes. De l'appareil. la prostate. Oui. Par contre, le cancer du sein, ils se rendent compte Il peut toucher que aussi les deux. Il y en a voilà, de plus en- moins, il y en a mais moins, mais il y en a de plus en plus. quand même. On a aussi le cancer de l'endomètre, qui est la muqueuse de l'utérus. Oui, chez les femmes. Ouais, chez les Ouais. femmes, et de l'ovaire chez les femmes. Ça se touche, hein. Ça se tient, pardon. Ouais, c'est ça. C'est prudent à dire dans ce contexte, mais pourquoi pas. Ainsi que voilà, cancer de l'œsophage, du pancréas, du rectum, Et de la vésicule biliaire. Pour la prostate, je suis tranquille, nous dit Nadine. Oui. On est sauvés. Par contre, il y a des phlébites aussi. Oui. Mais tout ce qui est pathologie, en fait, Sur, sur le système circulaire, en fait, circulatoire. Ça va mieux, moi, aujourd'hui. Les mots, je les mets tous, mais pas dans le bon sens. C'est tous les jours. Pas tous. Ça va mieux quand même, je me soigne. Hein. Non, donc oui, c'est des problèmes circulatoires. Donc, la Amélie.fr nous dit qu'après le traitement pour un cancer, le surpoids et l'obésité peuvent seulement aggraver l'évolution et augmenter le risque de récidive ou de développer un autre cancer. Et en plus de ça, c'était sur ça qu'il y avait la discussion. Par rapport à Parkinson. Par rapport à Parkinson, mais surtout par rapport, pas à Parkinson, à Alzheimer. Ah oui. Vous avez lu des études qui disaient... On a lu des études qui disaient que l'obésité pouvait être un facteur de risque d'Alzheimer. D'Alzheimer, voilà. En fait, de maladies neurologiques. Donc, à partir du moment. Alors, oui, le Parkinson est une maladie neurologique, mais il parle de plus en plus aussi d'obésité et maladies neurologiques. Donc, après, il parlait là, en l'occurrence, dans les études plus d'Alzheimer. Je ne sais pas si, du coup, c'est parce qu'ils n'ont pas fait d'études sur le Parkinson. Si, a priori, par contre, ce qui se passe, c'est que sur Alzheimer, ce n'est pas l'obésité comme facteur de risque, mais on est sur une corrélation. Donc, c'est-à-dire qu'en même temps que l'obésité, il y a plus d'Alzheimer. Et on sait que Alzheimer, c'est une maladie qui touche essentiellement les personnes qui ont travaillé dans les bureaux, donc avec des plus gros taux de sédentarité, c'est ça. Et donc, là, on fait le lien avec l'obésité derrière. Il y a tellement de... Pas forcément un lien de cause à effet, mais par contre, corrélation, oui. Et pour Parkinson, au final, ce n'est pas entièrement une mauvaise réponse parce que l'obésité peut être un facteur de risque d'une autre pathologie qui peut être un facteur de risque au final de Parkinson. Donc, c'est un lien de cause à effet. Mais on s'aperçoit quand même, et on a oublié de donner les chiffres, mais l'autre, elle va donner les chiffres après. Oui, soit à la fin, soit... Mais on s'aperçoit quand même que l'obésité est un facteur de risque d'énormément de pathologies. Énormément de pathologies. Là, pareil, je suis encore sur Amélie, mais donc on a par exemple. C'est ma Bible. En fait, ça peut être plein de facteurs de risque avec des différents paliers de gravité. On a la transpiration excessive, donc je crois que c'est, je peux vous dire n'importe quoi,
Non, je l'ai plus. Bon, il y a un terme médical derrière. On a les mycoses de la peau, on a des calculs dans la vésicule biliaire. En fait, le problème de ronflement, en fait, c'est énormément de facteurs de risque, vraiment de tout. C'est ça. Du sommeil. Apnée du sommeil. Les personnes qui sont pour la vésicule biliaire, Ouais. bien souvent, les personnes qui sont en obésité, qui sont opérées après de chirurgie bariatrique, très souvent, on les opère après de la vésicule biliaire et on est obligé de l'enlever en fait. Oui. Si vous n'avez pas demandé. On a des problèmes articulaires. Le docteur Durand nous disait que ça pouvait causer des maladies métaboliques, comme le diabète. On a l'hypertension. Le problème en fait majeur de l'obésité, et c'est pour ça que ça fait autant parler, c'est parce que justement quand on dit que c'est une maladie multifactorielle, elle est vraiment, et en plus pour moi elle est individuelle, puisque vous pouvez avoir deux personnes qui ont deux pathologies, l'obésité et les comorbidités les mêmes, mais ils ne vont pas les déclarer de la même manière, ils ne vont pas arriver à la gérer de la même manière. Donc c'est ce que nous dit Lulu, qu'il y a tellement de choses qui peuvent arriver aussi avec l'obésité, que c'est compliqué aussi, c'est complexe, la prise en charge est complexe en fait, voilà. Et surtout l'amélioration aussi est complexe parce que les corps ne réagissent pas de la même manière au traitement de ça. Merci pour cette précision, Annie, que je vais me faire enlever la vésicule. C'est moi qui te le fais. Je ne sais pas si tu es au courant, mais... Non, mais c'est vrai. Hein. C'est avéré. Hein. Oui, et même à un moment donné, il disait, pour ne pas retourner après et prendre des risques d'anesthésie, il disait qu'en même temps de la chirurgie, celui qui avait toujours sa vésicule biliaire, il réfléchissait à enlever la vésicule et lui faire la chirurgie bariatrique. Mais t'inquiète, parle-lui à ta vésicule. Mais tu es tellement un esprit sain dans un corps sain, Nadine, que ta vésicule ne risque rien. Ouais. Et j'écoute pas Yana Nakamura, c'est elle qui m'écoute. Ok, question 5. Quelles sont les 3 principales mesures de prévention de l'obésité chez l'enfant et l'adolescent? Donc, on a limité le temps passé devant les écrans, 1 heure d'activité physique par jour minimum, proposer des régimes, le régime alimentaire à son enfant, et une alimentation variée et équilibrée. Quelles sont pour vous les bonnes réponses? Quelles sont avec un S? Quelles sont les 3 mesures? C'est marqué en plus. C'est vrai que c'était noté. Hein. Quel est l'intrus parmi la liste? L'intrus, c'est de proposer les régimes. L'intrus pour vous, c'est de proposer des régimes. On va aller à question pour les champions, ouais. Parce qu'ils sont vraiment taqués. L'intrus. L'intrus. Ah, tu vois que tu as une écho prévue le mois prochain. Ça, c'est de la prévention. L'intrus était effectivement de proposer des régimes. Les bonnes réponses étant limiter le temps passé devant les écrans, donc la sédentarité, 1 heure d'activité physique, donc lutte contre l'inactivité physique, et l'alimentation variée et équilibrée. Il y a vraiment quand même une différence marquée à faire entre l'alimentation variée et équilibrée et les régimes. Quand on parle de régime, en général, c'est régime restrictif, donc on mange moins. Le principal, ce n'est pas de manger moins, mais de manger mieux. Manger plus. Mais en fait, on peut manger plus si c'est quelque chose qui est équilibré dans l'assiette. C'est surtout qu'en plus de ça, quand il y a des enfants aussi qui prennent des insultes ou des choses comme ça, et du coup, ils viennent à moins manger, mais trop peu manger pour les besoins de leur corps. Donc, en même temps, c'est dit comme ça, manger plus, mais il y a des personnes qui doivent manger plus. Combien de personnes y venaient en nécessaire, donc un centre suite de réadaptation nutritionnelle, quand tu leur donnais leur assiette et que tu faisais le test de la faim, en fait, que tu leur donnais leur assiette, combien de personnes te disaient je ne vais pas manger tout ça parce que je vais grossir, chez moi, je mange beaucoup moins. Donc, on a tellement été habitués à être dans des régimes restrictifs et on a tellement été habitués à manger peu et à ce que nous disent que de toute façon, si on prend du poids, c'est qu'on mange trop. Eh bien, on a complètement distimbourlé. Ouais, alors là, celle-là,
Il n'y en a pas grand monde qui va la comprendre, mais On a complètement chamboulé notre métabolisme de base. Et en fait, après, c'est compliqué, en fait. C'est ça. Mais bien souvent, on a justement des personnes qui mangent peu par rapport aux dépenses. Alors, si en plus de ça, vous restez sur je mange peu et j'augmente ma pratique d'activité physique, eh bien, vous n'aurez pas la balance et l'équilibre, en fait. Quand tu parles de régime à un enfant, il devient complexé. C'est ce qui se passe avec ma petite fille. Mais oui, ça, c'est sûr. Parce qu'on ne doit pas. Déjà, le mot régime, qu'est-ce que c'est un régime, tu vois? À un moment donné, il y a des mots à utiliser avec les enfants, c'est pas les prendre pour des bêtas. Sauf que de parler de régime, il faut parler de variété, d'équilibre. Et admettons, mais on ne parle pas de régime, quoi. C'est très démodé. Et comme tu dis, après, ça développe psychologiquement parlant. Et alors là, c'est terminé. Hein. Et en ce qui concerne le 1 heure minimum d'activité par jour, d'activité physique par jour, donc ça, c'est dans les recommandations. Par contre, justement, pour amener les enfants à être au plus proche de ces 1 heure, parce que ça dépend aussi des possibilités financières, voilà, les contextes des enfants, eh bien, ils mettent demi-heure d'activité physique par jour à l'école le matin. Donc ça, c'est une mesure. C'est rentré dans les trucs. C'est rentré. Le problème, c'est que ça prend du temps. C'est l'éducation nationale. Il faut oh, doucement. C'est rentré dans les articles. C'est rentré dans les articles de loi. Par contre, voilà, le temps de la mise en place, c'est tout neuf. Hein. C'était en septembre. À la rentrée. Voilà, ouais, c'était tout neuf. Donc, c'est le temps de mettre aussi en place ces demi-heures d'activité physique par jour. Et surtout, c'est toujours pareil. Là, en plus, on va arriver aux JO, aux Jeux Olympiques, qui se passent en France. Il y a de plus en plus de choses qui sont faites, notamment j'allais dire des ristournes, mais je ne peux pas appeler de ristournes de l'État, ce n'est pas possible. Des aides de l'État, justement, pour... Ouais, des appels à projets, mais surtout des aides de l'État, en fait, pour... donc, financiers pour mettre les enfants à l'activité physique. Donc, c'est tant d'euros pour l'inscription et pour la licence dans un club. Si après les Jeux Olympiques, ça s'arrête. Voilà. Le problème, c'est que c'est toujours pareil. Il faut espérer que ça soit sur du long terme et pas sur du ponctuel, bien que ça... Ça sent mauvais. Ouais. Alors, pour accompagner, on a la vidéo du coup de Claire Jandel, qui est du coup pédiatre au RU de Montpellier. On est comme ça avec lui, on finit ses phrases. Et qui est aussi au CERO. Qu'est-ce que le CERO du coup? Le centre. Ah bah oui, elle va nous dire. Effectivement. Hop. Et nous avons à l'interview Nathan Gabard. Bien sûr. Et à la caméra. Ah oui, Lucas Lafontaine. Lucas. Hop. On vous laisse avec Madame Jandel. Madame Jandel, qu'est-ce que la Séro-Occitanie et quelles sont ses missions? Alors, l'acronyme, déjà, c'est une structure d'expertise régionale en obésité en Occitanie, d'accord, dont l'histoire est, disons, la fusion des anciens réseaux de santé en obésité pédiatrique à la fois sur Occitanie-Ouest et Occitanie-Est, qui est né en 2020 et dont l'objet évidemment principal est l'amélioration de la prise en charge des enfants et des adolescents en situation de poids et d'obésité et leurs familles, donc c'est important, et contribuer aussi au développement de l'offre de prévention et de soins dans ce contexte en proximité et en lien avec des structures comme les centres spécialisés obésité qui sont présents dans les CHU. Alors, les missions, qui sont différentes des objets, c'est appuyer les professionnels dans leur démarche, pour certains qui seraient intéressés par en développer, et puis former les professionnels, et puis ensuite communiquer autour de cette problématique de l'obésité infantile. Donc, pour l'appui aux professionnels, ce sont des missions d'aide au projet, avec mise à disposition d'outils et construction éventuellement de parcours un peu spécifiques qui vont effectivement de l'obésité la moins complexe à l'obésité la plus complexe. Dans la mission de formation, c'est
offrir une offre de formation qui peut aller d'une formation un peu compliquée, un petit de 2 jours, sur le surpoids et l'obésité de l'enfant, prévenir, repérer, accompagner, et puis des webinaires beaucoup plus limités en temps pour essayer de convaincre certains professionnels de santé de s'occuper de ces enfants en situation de surpoids ou d'obésité. Pour la mission de communication, c'est vrai qu'on n'a actuellement pas de site internet. Il est relayé par le site du REPOP, mais il va être en construction bientôt. Et on a produit une newsletter dans laquelle on fait état justement des différentes missions et objets de la structure. Voilà. Et la composition de l'équipe, pour rentrer un peu dans les détails, elle est pluridisciplinaire, comme il est demandé dans le cadre des recommandations HAS de la prise en charge des enfants en situation d'obésité. Donc, elle est composée de médecins, de diététiciens, d'APA, de psychologues, qui ont des missions bien précises dans tous les champs que je vais définir avant. Alors, rapidement, quelles sont les causes principales de l'obésité infantile et peut-être quelles sont certaines des conséquences Alors, l'obésité en soi, infantile ou pas d'ailleurs, est une maladie complexe, reconnue comme une maladie en théorie. Après, on y voit chez l'enfant et chez l'adulte aussi une dimension génétique, une dimension psychologique et sociale. Ce qu'on pourrait dire, c'est que sur un terrain ou un terreau propice à ça, qu'on peut appeler génétique, dans un environnement obésogène favorisant, cette pathologie peut apparaître. Donc, comme aujourd'hui, on ne peut pas vraiment avoir d'impact sur l'aspect génétique, je dis bien aujourd'hui, on va travailler en prévention et en repérage, etc., sur l'environnement obésogène et l'amélioration des comportements par rapport à cet environnement. Voilà. Alors, pour ce qui concerne les complications éventuelles de cette maladie, ben, il y a les complications évidemment médicales, sanitaires. Mais là, si on parle que de l'enfant, c'est évident que les complications elles apparaissent essentiellement chez l'adolescent, parfois très ponctuellement dans le cadre des obésités très sévères et très précoces chez le tout petit aussi. Mais elles sont surtout psychosociales, ce dont souffrent le plus les enfants en situation de surpoids ou d'obésité, c'est potentiellement la stigmatisation. Et puis, effectivement, il peut y avoir des complications médicales, les détails desquels je ne rentrerai pas, parce que c'est les mêmes que chez l'adulte, et elles sont repérées par les médecins assez facilement. Donc, si on enchaîne, quels sont les leviers principaux qu'on pourrait définir qui peuvent prévenir de l'obésité infantile? Alors, pour prévenir les actions de prévention, évidemment, chez l'enfant, c'est des actions d'éducation et de promotion à la santé, promotion à des comportements pour veiller à ce que la bonne santé soit au rendez-vous. Et donc, c'est essentiellement des actions d'éducation nutritionnelle, à des comportements d'activité ou de lutte contre la sédentarité adaptés, à l'amélioration du sommeil quand il y a des difficultés, à l'amélioration des conditions de vie pour que la qualité de vie in fine des enfants soit avérée et qu'ils naviguent dans des contextes qui ne soient pas obésogènes, justement. Donc, c'est quand même pluridimensionnel et un peu compliqué. Mais c'est vrai qu'en fonction de l'âge des enfants et de l'évaluation qui va être faite de la situation, on pourra activer les leviers à différents niveaux. Au niveau éducatif, au niveau de l'éducation éducative globalement, éducation à la nutrition, éducation à l'activité physique dès le plus jeune âge, éducation à utiliser le moins possible les écrans, ce qui limitera aussi la sédentarité. D'accord ? Et puis, pour les professionnels, par contre, les leviers principaux pourraient être de repérer précocement ou d'alerter précocement
Et évidemment, c'est assez simple en ayant soin de faire des examens médicaux réguliers, ce qui en théorie est fait chez les plus petits, mais un peu moins, on doit bien le dire, dans l'adolescence, ça c'est sûr. Et ensuite, informer sur les risques qu'on a évoqués tout à l'heure, de développer des problèmes médicaux ultérieurement, mais aussi les risques de stigmatisation, les risques de pathologies psychiques en lien avec l'obésité qui peuvent apparaître assez vite. Dernière question, est-ce que vous travaillez avec les associations de patients? Et oui, quels sont leurs rôles? Et sinon, est-ce que c'est une volonté, quelque chose que vous voudriez développer? Alors, travailler précisément, non, avoir des actions, non, connaître l'existence à l'évidence, connaître la possibilité d'y avoir recours pour les familles à l'évidence, mais spécifiquement pour des parcours enfants, pour l'instant, nous n'en avons pas. Mais par contre, quand ces enfants naviguent dans des familles où l'obésité est un problème, chez tout le monde, c'est évident qu'on peut avoir recours aux associations, à la fois pour accompagner certains types de parcours, et puis elles peuvent aussi offrir des prestations, entre guillemets, tout à fait différentes, en proximité. Et surtout, elles ont une connaissance de la problématique totalement différente que c'est des médecins, puisque c'est vraiment en contact et dans la vraie vie. Donc, important. Alors, faire des actions ou vouloir effectivement participer à des actions dans le cadre d'associations, oui, pourquoi pas. Mais pour l'instant, que ce soit sur la séro ou sur le centre spécialisé obésité, nous n'en avons pas. Mais peut-être à dynamiser. Donc, voilà pour les mots de Madame Jandel, donc le docteur Claire Jandel, du CHU de Montpellier, de la CERO et du CSO. Hop, je vais vous remettre bien évidemment le petit questionnaire, puisque ce n'est pas fini, restez avec nous. Hop là, c'est parti mon kiki. On arrive là, ça va me couper comme d'habitude. Hop, il n'est pas content. Et il est content. On reconnaît l'obésité infantile comme une maladie, mais on multiplie les restos de malbouffe, les sodas, tous les goûters pleins de sucre, etc. Ça, c'est sûr. De toute façon, ça, c'est l'industrie agroalimentaire qui fait ça, bien sûr. Mais vous avez vu quand même comment enlever les patatoses. Les patatoses, oui. Potétoses. Les patatoses, moi je dis. On va enlever les patatoses à McDo et on va mettre des chips de légumes. Mais les légumes, c'est des chips de betterave, de carottes et de carottes. Ouais. C'est que 2-3 semaines, je crois. Oui, oui, c'est l'été. C'est que 2-3 Oui, oui. 3 semaines. Ah oui? Ouais. D'accord, Ah j'avais oui. compris que... Alors, ça fait polémique. Mais c'est sûr qu'aller bouffer à McDo, que tu bouffes des patatos ou que les gens, ils ont raison quand ils argumentent. J'adore les patates, les potatoes. Les patatas, c'est toi aussi, tu dis patatas. Ok. Et oui, alors c'est que 3 semaines. Réjouis-toi, Nadine, réjouis-toi. À quoi servent les associations de patients? Pas grand-chose. Parce qu'on n'est pas référencé. Partager de l'information, pouvoir bénéficier d'un accompagnement adapté et individualisé, accéder à un entre-soi rassurant et non stigmatisant et créer du lien social. Elle est jolie cette phrase, je ne sais pas qui c'est qui l'a sorti, mais et remplacer les professionnels de santé. Quelles sont les bonnes réponses? Quelles sont les mauvaises réponses selon vous? La mauvaise, c'est de partager les professionnels, remplacer les professionnels. Partager les professionnels de santé. C'est sûr que je ne les partage pas, moi, les professionnels. Claudette dit la même chose. D'accord. moi aussi. Et Cécile aussi. Nous ne faisons pas de prescription médicale, que ça soit bien clair. Il faut passer du coup à la... J'aurais aimé.
remplacer le pro. Tellement aimé. Effectivement. Non, on ne dit pas ça. Ah non, mais j'étais sur ta. Pardon. Eh ben, on laisse la parole à Annick. Annick, donc oui, c'est moi. Donc, on parle de prévention et du rôle des associations de patients. Bien sûr, on n'est pas là pour remplacer les professionnels de santé et une association de patients n'est pas dans un milieu médical. Alors, en plus, toute la complexité, parce que pour moi, je pense que quand, je crois que c'est à la CERO, elle a cité, et je suis ravie d'entendre qu'il y ait des diététiciens, qu'il y ait des psychologues, qu'il y ait des enseignants en activité physique adaptée, mais par contre, elle n'a pas cité, Madame Jandel, les associations de patients. Et moi, je pense que, et j'en suis convaincue, que nous faisons partie des professionnels en santé, en fait. Donc, les professionnels en santé, pourquoi ? Parce que quand on a été dans le confinement et quand on a été dans le Covid, on s'est servi de nous, association de patients, pour nous dire qu'on avait besoin de nous pour remettre en lien les patients dans un parcours de soins, pour la prévention et le dépistage et la vaccination pour le Covid. Donc, on s'est énormément servi de nous, mais par contre, maintenant, il en reste tout quoi? Il en reste rien, en fait. Donc, nous ne sommes pas des professionnels de santé, mais je pense que les associations de patients doivent se mettre en tête qu'on doit se professionnaliser, donc en assistant à des congrès, en lisant de la littérature, de la bibliographie et tout ce que vous voulez. Donc, il faut qu'on se tienne à la pointe de l'actualité. On est là pour libérer la parole et pour entendre les gens qui vont mal. Et on est là pour réorienter les personnes dans le circuit médical, en fait. Quand on parle aussi des jeunes, alors c'est ce que je disais tout à l'heure sur la vidéo, on parle des jeunes, on n'est pas là, on n'accompagne pas forcément des enfants, comme disait Madame Jandel. Parce qu'on ne les a pas. Parce qu'on ne les a pas, parce qu'il n'y a pas d'orientation. Mais on serait en capacité de les accompagner et surtout, je pense qu'accompagner l'enfant et la famille, ça aussi, c'est important et ça serait libérer la parole de ces jeunes enfants qui sont bien souvent stigmatisés dans les écoles et qui sont stigmatisés dans la société tout court et aider les parents aussi parce que moi, je sais que j'ai entendu beaucoup de professionnels qui disaient quand les parents entendaient que leurs enfants avaient des problèmes de poids ou étaient en obésité, ils le vivaient très mal et ils ne voulaient pas l'entendre dire. Mais rendez-vous compte qu'une personne qui souffre, bien souvent on voit que l'obésité est héréditaire, un parent qui va souffrir déjà d'obésité, de stigmatisation, et va se débattre dans sa propre pathologie, ne pourra pas être là aidant pour son enfant, en fait. Et tout tourne autour de tout ce qui est tabou autour de l'alimentation. Il ne doit pas manger ça. À goûter, il faut que je lui donne ça. Et en fait, c'est sur des fausses représentations. Et ça va créer encore un mal-être dans la vie familiale, en fait. Donc, je pense que si on s'appuyait sur les associations de patients, c'est super compliqué parce que d'accueillir des enfants parce que les enfants vont pas, il n'y a pas de patient expert enfant en fait parce que l'enfant il est déjà dans sa problématique. Donc on a dans les associations de patients des personnes qui sont expertes de leur propre maladie et c'est ça qui fait qu'à un moment donné dans les rencontres, dans les échanges, chacun trouve sa place et nous on est en tant que médiateurs. Mais par contre, si on nous laissait aussi accéder dans ce domaine-là et qu'on nous faisait confiance, je pense qu'on aurait une bonne partie de prévention à faire. Et aussi, quand on accompagne des personnes qui sont en problématique de surpoids ou d'obésité avérée, la prévention, elle est aussi importante pour pas que la maladie s'aggrave. Quand on est dans un surpoids, on n'est pas dans la maladie, mais justement on verra sur les chiffres qui sont donnés,
c'est alarmant sur le fait que des personnes qui sont dans un surpoids rentrent directement en obésité massive rapidement et beaucoup plus qu'avant. Donc, on est là pour travailler sur la prévention dans la pratique d'activité physique, dans la prévention dans le mode d'alimentation aussi. Alors, moi, à l'association, on n'est pas là pour manger qu'équilibré, c'est se faire plaisir à manger. Ça, c'est primordial. Retrouver une relation saine avec l'alimentation et pas avec la bouffe, comme on peut dire, comme on a pu être traumatisé par justement cette bouffe qui nous fait grossir. Et bien là, c'est retrouver du plaisir à s'alimenter. On a encore plus de difficultés parce qu'on accompagne les personnes de plus en plus en précarité et avec l'inflation qui va passer à plus de 20 au mois de mars, et bien ça va être très, très compliqué pour remplir son panier de plus en plus équilibré. Donc, on essaye de trouver des solutions et c'est compliqué à faire passer ces messages-là parce que les personnes, elles se sentent complètement larguées et complètement démunies par rapport à une société qui est en train de perdre un peu pied dans tout ça, en fait. Donc, voilà le rôle des associations de patients dans la prévention. Et nous, on n'est pas forcément, alors vous m'arrêtez si je me trompe, on n'est pas forcément dans la prévention primaire. Non. Parce qu'il n'y a pas de vaccination, il n'y a pas de tout ça. Par contre, le collectif national, lui, est plus dans la prévention primaire. Nous, on est dans la prévention primaire quand on va intervenir à l'extérieur en tant qu'association de patients, sur de l'information, mais par contre, au sein de l'association, on n'est plus sur de la secondaire tertiaire, en fait. Et le CNAO, lui, il est sur la primaire. Donc, vous voyez bien que même dans les associations de patients, on est là pour trouver une complémentarité. Et coucou. Jamika. Non, mais c'est, comment elle s'appelle? Et si Camille. Coucou Camille. Qui a eu son bébé. Félicitations. Félicitations Camille. À y être. Alors, attendez. Voilà, donc j'avais fini. Hein. Oui, tu avais conclu, mais oui, je croyais que c'était ta conclusion. Non, non, non. Dit, donc voilà. Et donc il y a Nadine qui précise que tu es la fondatrice, s'il vous plaît. Oui. Et que serais-je sans vous? Ouais. Que serais-je sans toi, Nadine? On vous écoute avec Corentin. Voilà, le bébé. Ah oui, oui. D'accord, mais toi tu suis. Heureusement qu'il y en a une qui suit. On espère qu'il va bien, le bébé. Ben oui. Et toi aussi, bien sûr. Pas de régime pour Corentin. Pas de régime pour Corentin. Non, pas de régime pour les enfants et pas de régime pour personne. Là, ils viennent de prendre son biberon. Ah ben c'est pareil. Nathan aussi. Donc, question 7. Quel professionnel de santé peut-on aller consulter quand on est en situation d'obésité? Un allergologue, un endocrinologue, un chirurgien bariatrique ou un médecin généraliste? Alors, il y a Claudette qui nous dit un allergologue, non. Ouais. Il a pris 2 kilos depuis la naissance. Ah ben, c'est bien. Hein? Bien. Et bonjour, Babette. Et Nadine qui dit l'intrus, c'est l'allergologue aussi. Ouais, oui. Ah, Cécilette et Françoise confirment. Alors, on peut consulter son médecin et déjà en parler avec lui, nous dit Camille. Oui. Alors, attention, je ne suis pas trop d'accord. Donc, les bonnes réponses pour, on peut consulter lorsqu'on est, on peut consulter bien sûr un allergologue quand on est en situation d'obésité, mais pour la question de l'obésité en elle-même, les principaux professionnels de santé à aller consulter sont les médecins généralistes, les endocrinos, chirurgiens bariatriques, nutritionnistes, psychologues, etc. Bien sûr, on peut aller voir un allergologue. Vas-y, Annick, si tu veux. Non, vas-y, fini. Bah, moi, Ah, c'était la conclusion. Non, alors, moi, je ne suis pas... et c'est pour ça que je pense... Non, mais ça va, oui. Non, mais Nadine qui dit, quoique je suis un peu allergique à l'olotte, merci. Donc, moi, je pense qu'il y a débat à avoir sur le fait que la question était quels sont les professionnels de santé
qu'on peut aller consulter quand on est en situation d'obésité, la chirurgie bariatrique, je mettrais un bémol. Ah oui, Oui. moi aussi. Pourquoi? Moi aussi. Parce que les gens ont tendance, et que ce soit dans l'obésité ou d'autres pathologies, à aller voir directement les chirurgiens. Mais normalement, un chirurgien, ça ne va pas se voir comme ça. Oui, Quelqu'un qui t'oriente, et c'est ce que disait Camille, c'est le médecin généraliste qui est censé orienter vers ces professionnels qui sont vraiment très spécifiques. Parce qu'on se rend compte que les personnes qui sont en chirurgie bariatrique, quand tu regardes, tu te fais une fracture de la jambe, tu ne vas pas prendre rendez-vous et aller voir ton chirurgien directement. Par contre, en chirurgie bariatrique, ça se passe comme ça en fait. Et tu t'aperçois que les personnes qui prennent rendez-vous avec un chirurgien bariatrique, elles n'ont aucun suivi de leur pathologie obésité avec un médecin généraliste tout court, ou même ne voyez pas d'endocrinologue en fait. Donc, les chirurgiens bariatriques, la chirurgie bariatrique arrive en dernier recours dans tout ce qui est traitement médicamenteux en fait. Et en plus de ça, pour pouvoir bénéficier d'une chirurgie bariatrique, on n'est pas simplement sur un surpoids. Quand on parlait d'IMC tout à l'heure, on est à 35 d'IMC avec comorbidité. Donc, 35 d'IMC, on n'est pas dans la première obésité on est dans l'obésité sévère. Et sinon, avec 40 d'IMC sans comorbidité. Donc, vous voyez bien que la chirurgie bariatrique, je mettrai un bémol, et en plus de ça, la chirurgie bariatrique n'est pas un traitement de l'obésité, c'est quelque chose qui vient, on ne traitera pas, il n'y aura pas de traitement de l'obésité, puisque de toute façon, c'est une maladie chronique. La chronicité, elle est là et elle est bien présente, et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Quand moi, je faisais 300 kilos, que j'en ai perdu 200, et que tout le monde me disait, mais maintenant, ça y est, tu es sorti de là et tu ne reprendras pas tes kilos, maintenant tu as maigri, eh bien, que nenni, et vous devez le voir, et je ne m'en cache pas en fait. Vous rencontrez des problèmes psychologiques, vous êtes interné, et ce qui m'est arrivé, vous reprenez 10, 15, 20, 30 kilos parce que l'obésité est toujours là en fait. C'est le principe de la maladie chronique. Et Nadine qui nous dit, il y a aussi les psychiatres. Moi, c'est elle qui m'a beaucoup fait réfléchir à la chirurgie. Ouais. C'est ça, donc oui, d'où les propos sur l'encadrement pluriprofessionnel. C'est ce qui est marqué globalement, c'est que c'est ce qui a été dit avant, maladie multicausale, multifactorielle, ce que vous voulez, nécessite une approche qui vient dans la complexité des choses. Donc, pour maintenir la complexité des choses, eh bien, il faut plusieurs approches, plusieurs angles d'attaque, si je peux dire, des professionnels. On a parlé des psychiatres. On sait que dans les unités de jour, moi j'ai fait un petit tour dans les unités de jour au CHU. Non, c'était un mini-stage, mais dans les services endocrinaux au CHU, c'est un collectif de diète, des chires, de psychologues, de psychiatres, d'APA, de physiothérapeutes, de kinés. Et je te garantis aussi, là où on voit, et je vais toujours placer l'association de patients, dans certaines équipes en France, quand on parle de pluriprofessionnel et pluridisciplinarité, les associations de patients sont inclus dans le service. Dans ce service-là, en fait. Donc, pourquoi ça se fait à un endroit et ça ne se ferait pas partout? Je vous pose la question. Selon moi, c'est parce qu'il manque d'associations de patients. Non. Excusez-moi, dans la région de Montpellier, il n'en manque pas. Non, mais dans la région de Montpellier. Mais si tu vas faire un tour au Mans, la question n'est pas la même. On va en créer une au Mans. Mais si on en crée une et qu'ils ne font pas appel à nous, ça ne sert à rien. C'est vrai. C'est ça. Donc, cette pluridisciplinarité, elle est importante. Voilà. Et c'est surtout qu'il ne faut pas hésiter à aller taper des portes. Obligatoire maintenant, la HAS. Oui, tout à fait. D'accord. Oui. Alors là, celle-là, on ne la connaît pas. Celle-là. On traque un petit peu, c'est normal. Si vous voulez, vous posez la question, ou alors vous voulez que comment ça s'appelle, que je donne les chiffres, peut-être. Vas-y, tu peux donner les chiffres. C'est surtout un rappel. Alors,
Oui, l'obésité, même mince, je pense que l'on n'explique pas assez la chirurgie bariatrique change à fond la vie. Les doses, plus de prise de carence de vitamines à vie pour certains, pas que 6 mois après la chirurgie, etc. Oui, elle change radicalement la vie, mais elle peut, suivant ton histoire et ton parcours, elle peut aussi changer radicalement la vie, mais d'un sens contraire, en fait. Et on s'aperçoit que les bénéfices d'une chirurgie bariatrique, à court terme, on les connaît, à long terme, on les connaît moins. En fait. Vas-y pour les chiffres, Lolotte. Allez. Donc, l'obésité est 2 fois plus élevée chez les personnes qui sont en situation de pauvreté. 18% chez les ouvriers employés contre 9,9% chez les cadres. Et les disparités régionales restent fortes aussi, le nord et l'Est étant les plus touchés que les pays de Loire ou d'Île-de-France, hors 93. Donc là, vous voyez que quand on parle de disparité, eh ben, géographiquement parlant, et c'est ce qu'ils appellent les catégories socio-professionnelles, sont quand même très touchées, très, très inégales, on va dire. Sur le bilan actuel donc, de la situation en France, donc les enfants et les jeunes, donc c'est le constat est quand même très inquiétant puisque c'est auprès des jeunes Français que l'obésité a le plus progressé ces dernières années. Elle est passée de 5,4% en 2012 à 9,2% en 2020 chez les 18-24 ans. Et 34% des enfants de 2 à 7 ans et 21% des 8 à 17 ans sont en situation de surpoids ou d'obésité en France. En ce qui concerne les personnes en situation d'obésité tout court en France, il y a 8,6 millions de personnes qui sont en progression constante depuis ces dernières années, soit une personne sur 6 qui souffre d'obésité, donc 17% de la population en 2020 contre 10,1% en 2002. Et les femmes donc, sont plus touchées que les hommes, notamment sur l'obésité massive. Et c'est auprès de ces derniers que les progressions sont les plus fortes, notamment avec des obésités massives, donc multipliées par 3 en 8 ans. Donc, celui-ci concerne désormais 1 million de personnes. Voilà pour ces quelques chiffres. Ah oui, qui sont inquiétants. C'est ça. Donc, la prévention, donc, nous avons toujours les mêmes. Voilà, toujours les mêmes. Et la quaternaire, c'est ça, hein? Oui, quaternaire. Qui ne fait pas partie, parce qu'on vous a dit que c'était sur les soins palliatifs. C'est ça. Donc, on est principalement en tertiaire à l'association, par exemple, pour la prise en charge de l'obésité, mais on a aussi de la secondaire. Et on peut avoir de la primaire si on fait, par exemple, sur les balances ton live, vous faites de la sensibilisation sur d'autres risques. Mais par exemple, nous, on n'est pas forcément une population à risque de telle chose, mais ça peut sensibiliser et aider. Donc, ça rentre dans la prévention du coup primaire. Bonjour Anaïs, la fille de Nadine. Bonjour. Alors, avant-dernière question. Non, c'est la même. Avant-dernière question, quels sont les 4 axes de la feuille de route prise en charge de l'obésité 2019-2022, donc qui s'est terminé et qui va sûrement du coup continuer pour 2023 et le prochain quinquennat. Mais parce que il y a peut-être d'autres. Améliorer la prise en charge des personnes atteintes de surpoids et d'obésité, renforcer la régulation de la chirurgie bariatrique pour une meilleure pertinence, développer la formation des professionnels et l'information des personnes en situation d'obésité et soutenir l'innovation et mieux évaluer. Alors, quels sont les axes selon vous? Je suis obligée de vous quitter. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci d'avoir participé. Bien sûr, ça continue pour vous. Je vous fais des bisous. Je regarderai la fin, bien sûr, en différé, n'est-ce pas? Un replay. Un replay. Donc, il y a Camille qui dit je suis pour un retour de cours de cuisine à l'école. On peut en trouver de certaines institutions psychiatriques, entre autres. En éduquant les enfants, on éduque les adultes et on évite les plats tout prêts, pleins de sucre. Belle journée. Ciao. Et Nadine qui dit intrus,
chirurgie. Alors, les bonnes réponses. Cécile et François, est-ce que vous avez une idée? Et Claudette qui dit renforcer la régulation de la chirurgie, non. Mais la question dit les 4 axes. Les 4 axes. Ok. Selon Cécile, toutes les réponses sont bonnes. François? Ben, moi, je pensais aussi à renforcer la régularisation. Ok. Alors, les bonnes réponses sont toutes ces réponses. Les 4. Alors, effectivement, améliorer la prise en charge des personnes atteintes de surpoids, obésité, cela va de soi. Renforcer la régulation de la chirurgie bariatrique pour une meilleure pertinence. C'est pas augmenter la chirurgie bariatrique, mais c'est réguler la chirurgie bariatrique pour une meilleure pertinence. C'est pas proposer la chirurgie bariatrique à tout bout de champ. C'est une obligation d'un nombre de chirurgies par an et une meilleure formation du coup pour la chirurgie bariatrique. Tout le monde n'est pas habilité à pratiquer du coup cette chirurgie bariatrique. Et on a soutenir l'innovation de l'évaluer et développer la formation des professionnels et l'information des personnes en situation d'obésité. Donc, avec cela, on a des missions et des mesures. Je vous en cite quelques-unes. On a par exemple inscrire systématiquement le poids et la taille du patient dans le dossier médical partagé qui n'existe plus. Maintenant, c'est Mon Espace Santé, lors des consultations médicales, et ce, dès le plus jeune âge. On a, par exemple, je ne vais peut-être pas toutes vous les dire, il y en a 7, mais elles sont assez longues. Par exemple, tout patient avant une chirurgie bariatrique bénéficiera d'une évaluation de son dossier par une réunion de concertation pluridisciplinaire organisée par le CSO. Donc, ça va avec ce qu'on disait sur la chirurgie bariatrique. Et cette réunion permet que l'acte chirurgical fasse l'objet d'une décision concertée, collégiale, s'inscrivant dans un suivi global et de long terme. CSO, c'est Centre spécialisé obésité. Donc là, on voit bien que les personnes qui sont dans le parcours de la chirurgie bariatrique sont plus suivies en amont et après, du coup, cette chirurgie bariatrique. Et une petite dernière, développer la collaboration entre les CSO, donc Centres spécialisés obésité, de l'Hexagone et les établissements professionnels des Outre-mer. Des programmes d'éducation thérapeutique seront adaptés et proposés, comme les programmes d'éducation thérapeutique du patient proposés à l'association. Et du coup, voilà, elle est bien articulée avec la stratégie nationale de santé, pareil, 2019-2022, donc qui s'est terminée du coup fin 2022, du coup, il y a 2 mois, et le PNNS 4, donc Plan national de nutrition santé 4, donc qui est en lien, qui propose des recommandations aussi sur le surpoids et l'obésité. Ok. Est-ce que tu as des choses à rajouter ou... Pas du tout. Ok. Là, quoi? Les recours? Ah non, si, c'est pas. Il n'y a pas la question. Ah, flûte, on n'a pas la dernière. Bon, bah, c'est pas grave. Si, on l'a, mais... C'est bon. J'inverse. C'est bon. Normalement, c'est bon. Bon. On va vous la poser. On l'a vu. Ah. Alors, quels sont les différents types de soins dans la prise en charge de l'obésité? Alors, est-ce qu'on a de courtes, moyennes et longues périodes, de premier, second et troisième recours, direct et permanent, ou soins spécialisés, soins spécifiques? Je me demande ce que c'est. Bon, si vous avez vu la réponse, alors on arrête ce suspense. C'est premier, second et troisième recours. Alors, quand vous voyez en rouge, par exemple, le soin spécialisé, bien sûr, il y a du soin spécialisé dans l'obésité, mais les termes qui sont vraiment en lien avec ce dont on va parler, c'est vraiment premier, second et troisième recours. Au tout début du live, on a le docteur Durand qui a fait un petit speech et qui nous disait du coup que le médecin généraliste intervient. Juste Nadine qui ne comprend pas la question. Ah, ok. En fait, les différents types de soins. Donc, la diapo après. Ah oui.
Voilà, on a une petite, pas une pyramide, C'est un bel escalier. c'est un bel escalier sur du coup les différents recours que l'on retrouve dans le soin de l'obésité. Donc, on a le premier recours, comme vous pouvez voir tout en bas de l'escalier, qui sont du coup le médecin traitant. Le médecin traitant, donc, comme le docteur Durand nous disait, c'est lui un peu à la base du coup de. Qui est le chef d'orchestre. C'est ça, c'est lui qui organise un peu tout ce qui va en suivre par rapport à la prise en charge de l'obésité. On a également la médecine scolaire et la PMI, donc puéricultrice, sage-femme, enseignant. Les ESMS, donc établissements et structures du médico-social, assistance sociale. Les associations de quartier, actions communautaires et psychologues, diététiciens, kinés, etc. Donc voilà, le premier recours, c'est vraiment ce qui intervient vraiment au tout début de l'offre de soins dans l'obésité. Ensuite, en second recours, on monte d'une étape un petit peu. Donc, il y a les MCO qui sont là pour… je crois qu'il me semble que c'est médecine, chirurgie, obstétrique. C'est ça. Donc, on peut faire des bilans en hôpital de jour. Il y a aussi les réseaux territoriaux. On a parlé du REPOP tout à l'heure avec la séro, pardon, et évidemment les médecins, la médecine spécialistes, pédiatres dans le cas de l'obésité infantile, pédopsychiatres, endocrinologues, diabétologues. Voilà, il m'en vient pas plus à l'esprit pour le second recours. Et ensuite… Voilà. Et le troisième recours. Du coup, pour revenir un petit peu sur le premier et le second, pour mieux vous expliquer ce que c'est, donc les soins de premier recours, c'est à vocation de repérage, de diagnostic, d'orientation et de suivi. Donc c'est ce qu'on disait, ils sont dispensés par les professionnels dits de proximité, entre guillemets. Les soins de second recours sont assurés par des médecins qui sont spécialisés en nutrition, en endocrinologie et d'autres spécialités concernées, vers lesquelles les personnes en situation d'obésité ont été orientées. Et le troisième recours, c'est les soins qui sont dispensés auprès des personnes relevant des situations plus complexes dans, du coup, comme on peut le voir, les CSO, donc centres spécialisés en obésité, ou les SSR, obésité. Les centres spécialisés interviennent auprès des personnes relevant des situations les plus complexes et de soins spécifiques. Ces centres disposent de l'expertise, donc de nutrition, psychologie, diététique, etc., avec des équipements qui sont adaptés et une équipe de chirurgie, d'anesthésistes, réanimateurs qui sont spécialisés dans la chirurgie bariatrique. Parce que les CSO sont bien souvent dans les CHU. C'est ça. Les CSO sont souvent dans les CHU ou vraiment très en lien avec. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à celle-ci? C'est vrai qu'elle peut être un peu compliquée. C'est une nomenclature du gouvernement, donc ce n'est pas des choses qu'on connaît forcément, qui sont des informations très répandues, mais voilà, c'est une information qu'on peut avoir sur ces différents types de recours. Est-ce que je peux vous poser une question? Oui. Est-ce que dans ces types de recours, on retrouve la prévention primaire, tertiaire et secondaire? Surtout la secondaire et la tertiaire, puisque si on est dans le recours, déjà, c'est qu'il y a un début de pathologie, il y a une pathologie avérée. Donc, si on est dans le recours, si on va voir le DE, si on va dans les patients, c'est plus prévention secondaire voilà, et tertiaire. La primaire, elle ne fait pas partie de ce recours. Voilà. En fait, le premier recours, c'est ce qui intervient en général à partir du début de la prévention en fait, tertiaire, au final. Secondaire. Est-ce que tu as compris, Nadine? Est-ce que c'est plus clair pour toi? Est-ce que c'est plus clair aussi pour vous? Super. Nadine? Nadine, es-tu là? Oui. Ah, super. Avec beaucoup de i. Oui. Et du coup, voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur ce quiz. Bravo pour ce travail. Il n'y a pas de quoi, avec plaisir. Et on vous dit à bientôt. On ne sait pas, est-ce que vous avez des questions sur la journée, enfin, pas sur la journée, sur les journées mondiales de l'obésité, sur
sur le quiz qu'il y a eu. Et si vous avez des questions à nos chers deux petits jeunes qui sont là. On a gagné quoi? On n'a rien gagné. Le droit de rejouer. Donc, il y a Camille qui nous dit bravo à vous, bon week-end à vous. Bon, on a gagné quoi? Eh bien, voilà. Une séance d'activité physique avec Lolotte. Super. C'est cool. Donc, eh bien, écoutez, on espère que vous avez bien profité. Oui, comment faire avec les pénuries de médecins à venir? Les disparités entre les centres sont importantes. Alors, Faire la grève. ça, comment faire et les régions sont pas toutes égales. Voilà, alors ça, c'est la problématique et c'est la grosse problématique de cette pénurie de médecins et sur même des médecins qui sont enfin, des secteurs où il y a un nombre de médecins et de spécialistes, les délais d'attente qui sont de plus en plus longs. Alors, comment faire? Ben, il n'y a pas grand-chose à faire à part prendre son mal en patience. Après, j'ai vu à 66 minutes qui mettaient des cabines dans les pharmacies pour faire des consultations. Ah oui. Ma mère l'a fait. Ouais. Donc, ça n'a pas l'air trop mal et ça peut aussi arranger et désengorger les urgences, en fait. Voilà. Parce que les personnes n'auraient pas accès à ces cabines de consultation. Les cabines de consultation, elles sont mises en place dans les pharmacies. Oui. Oui. Dans les pharmacies. Et par contre, je vous garantis que ça ne rapporte pas grand-chose aux pharmaciens. Je crois qu'il loue 338 € la cabine par mois. Ça lui revient à la location 338 € par mois. Et je crois qu'il gagne 30 centimes sur toutes les consultations qui sont faites par les patients. Ouais, c'est énorme. Ça vaut vraiment le coup de le faire. Oui, c'est pour ça. Ah ben oui. Donc, ils ont déployé ce système-là, mais je pense qu'il faudrait arriver à aider plus les pharmaciens si on veut que ce système soit déployé encore plus. Parce qu'ils sont sollicités pour plein voilà. de choses en plus, les vaccins, les qui ne faisaient pas, qu'on leur fait faire maintenant. Et donc, ben voilà, sur les soins médicaux, elles sont où les gazelles? Elles sont pas loin. Ah oui, elles sont là. On les a trouvées. Dis à Yves qu'on les a trouvées. Et puis, ce que je voulais vous dire, ah oui, est-ce que vous avez entendu sur le remboursement du Covid, des tests Covid, à partir de là, ils ne seront plus pris en charge sur les tests PCR. OK. Voilà, c'est une information qui est tombée. Donc, Camille, je vais vous dire, pendant mes années en Ardèche, je redescendais à Nîmes pour les prises en charge. Ça désengorge dans les pharmacies, en effet, pour les urgences. Non, c'est un service, en effet. Ils ne font pas ça pour gagner, mais plus pour donner un service. C'est ça, c'est ce qu'il faut. Mauvaise réception au sujet des pharmacies. Oui, je transmets. Les tests sont moins remboursés, il me semble. Et les tests, ils sont plus remboursés. Sauf dans certains cas. Alors, je vous dirais de regarder, mais sauf dans certains cas, pour les infirmiers, je crois, voilà. Donc, vous n'avez rien à rajouter, messieurs? Pour nous, c'est bon. Ça va. Bon, mais on vous merci. remercie de nous Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Lulu et Nathan de ce beaucoup. travail et de ce bel engagement que vous avez pris aujourd'hui avec nous, à nos Vous côtés. avez bien travaillé. Merci. Voilà, et on vous souhaite un bon week-end et on vous souhaite Bon appétit. un bon appétit et on vous quitte à musique comme d'habitude. Hop. Non, c'est le balance en live. Allez, on vous dit un bon samedi et à très bientôt.